Donc aujourd'hui, on traite de intelligence émotionnelle, intelligence artificielle au service des RH. On l'avait aussi titré à un moment donné le retour de David et Goliath. Donc voilà, c'est un peu l'angle sous lequel on va le traiter. Pour introduire le sujet, tiens, c'est toi ça. Pour beaucoup. C'est vrai que voilà, quand on parle d'intelligence artificielle, on pense quand même un petit peu à cette science-fiction qui depuis des années nous dit que soit les robots, la machine, les logiciels vont prendre le pouvoir, pas toujours de manière bienveillante. Alors même si on pense que nous aujourd'hui les algorithmes n'ont pas de conscience et que c'est finalement que nous quand on les a programmés qui les faisons agir positivement ou négativement, c'est vrai que ça fascine. On a toujours cette idée de dire est-ce qu'à un moment l'intelligence artificielle va nous dépasser, va devenir plus intelligente que nous, et effectivement voilà, on a toujours ce côté un petit peu flippant de se dire bon bah voilà, en fait on va être bon pour aller à la casse et les robots vont prendre le contrôle. On pense toujours à Terminator. Heureusement il y a encore un petit peu de marge là-dessus. Laurent Alexandre qui aime bien nous réveiller avec la guerre des intelligences, cette je ne vais pas dire catastrophisme, mais en tout cas essaie de nous secouer un tout petit peu. C'est vrai que c'est une réalité et en même temps... Donc en gros, ce qu'il pose comme question, c'est finalement qu'est-ce que c'est que l'intelligence, et on est en train un peu de les opposer. Pierre Richard, non pas le comédien, n'est-ce pas? Mais il est responsable de tout ce qui est intelligence artificielle chez Accenture. À un moment, ils ont eu un débat tous les deux. Il dit finalement aujourd'hui c'est pas tant une guerre des intelligences qu'une guerre des idées. Voilà, effectivement aujourd'hui on débat beaucoup, et on va voir au cours de la conférence qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui vraiment en IA, qu'est-ce qu'on peut demander à l'IA, qu'est-ce que c'est que l'IE. Nous on est plutôt à essayer d'apporter plusieurs éclairages et plutôt à essayer de relier les choses que potentiellement à les opposer. Et c'est vrai qu'au-delà de la techno, c'est intéressant de se dire que finalement l'IA, c'est d'abord un sujet sociétal, c'est d'abord un sujet politique, parce que c'est aussi nous qui allons décider qu'est-ce qu'on accepte de lui laisser faire ou pas, quelles limites on va lui donner. Donc voilà, est-ce que guerrier c'est la bonne posture? Parce que finalement, contre qui on serait en guerre? Contre nous-mêmes? À voir, c'est une question qu'on partage avec vous. Donc nous, en tous les cas, notre prisme ce matin, ça va être plutôt d'être sous l'angle de la relation, et voir plutôt en gros le lien entre l'humain et la techno. C'est pas eux ou nous, c'est eux et nous. En tous les cas, c'est l'angle qu'on a choisi de traiter avec vous ce matin. C'est vrai que des fois on a tendance à dire c'est pas forcément la machine qui va remplacer votre job, c'est plutôt quelqu'un qui sait mieux utiliser les machines que vous. Donc ça va être plutôt effectivement l'humain bien équipé. Alors, même si on en a bien conscience, les enjeux de l'IA sont pas des moindres. Il y a des enjeux autour de juridiques, des enjeux éthiques, des enjeux autour de l'autonomie, la liberté, à quel moment on laisse la machine prendre des décisions ou pas, et évidemment des sujets d'éthique et de morale. Mais finalement, c'est un peu aussi quand même une opportunité pour nous, parce que finalement, tout ça nous permet de nous reposer des questions sur nous-mêmes. Donc, est-ce que du coup, l'humain est-il toujours aussi fiable qu'une machine? Est-ce qu'une machine peut-elle être juste au sens moral du terme? Est-ce que l'humain est-il toujours aussi impartial? En tous les cas, dans tout ce qui est question aujourd'hui RH, notamment sur du recrutement, par exemple, on peut se poser ces questions. Et c'est vrai quand on parle par exemple de machine learning, donc c'est la machine là, pas qu'on a programmée, mais qui elle-même va essayer de déduire des règles. Par exemple, si on me dit qu'on met une machine pour recruter et qu'elle va analyser qui vous avez recruté pendant 30 ans, imaginons que vous avez été très raciste ou très sexiste pendant 30 ans, il y a beaucoup de chances que la machine ait le même biais que vous. Alors quelque part, elle va devenir aussi intelligente ou aussi bête que vous. Donc voilà, donc ça pose aussi des questions demain de quelle bordure on leur donne. Ici, on a l'exemple en bas à droite de Moral Machine, c'est un petit exercice du MIT. Et en fait, il vous pose la question, si vous étiez une voiture autonome, vous allez des fois vous retrouver dans des situations où il y a un accident qui est inévitable. Et alors là, vous décidez de tuer qui? La personne sur le trottoir, la personne dans l'habitacle de la voiture. Et vous tuez qui si c'est 3 grands-mères, 3 enfants, 2 mères avec une poussette? Parce que c'est la réalité. En fait, demain, quand on va programmer une voiture autonome pour prendre des décisions à votre place, effectivement, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? C'est pas forcément le méchant constructeur, c'est que même lui, il est bien embêté de se dire à un moment, je vais devoir prendre une responsabilité pénale. Donc soit il va falloir que le gouvernement décide qu'il y ait des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. Et est-ce que vous allez accepter de monter à bord d'une voiture qui peut décider, si vous n'avez pas pris l'option premium, de vous tuer dans l'habitacle plutôt que de tuer les gens dans la rue? Donc ça va être des vrais sujets.
finalement, il y a la techno pour le faire, mais le vrai sujet, c'est une question sociétale, c'est une question politique ensemble de qu'est-ce qu'on accepte ou pas de donner à la machine. En termes d'expérience concrète, là on le voit juste après, il y a Unilever, vous avez sûrement entendu parler, donc qui a testé justement un outil pour interviewer des futurs candidats. Donc ensuite il y avait bien un entretien physique, hein, mais un des premiers filtres, c'était finalement un entretien vidéo avec un outil d'intelligence artificielle. Ils ont fait le test sur 250 000 candidats et finalement ce qu'ils ont constaté, ce qui est annoncé, hein, c'est que finalement ça donne plus de diversité sur différents types de critères et ils ont divisé par 4 évidemment le temps de recrutement. Voilà, c'est une expérimentation, c'est aux États-Unis. Pour l'instant, on n'en a pas encore entendu parler en France. À l'opposé, si on va juste après, bon, est-ce qu'on veut aller jusque-là, comme fait déjà la Chine, à mettre des capteurs émotionnels sur les collaborateurs pour identifier leur niveau de stress et leur indiquer que c'est peut-être le moment de faire une pause ou de prendre un petit congé. Voilà, et eux, ça fait depuis 2014 qu'ils sont déjà sur ces sujets-là. Donc finalement, l'IA, nous on dit que c'est plutôt une opportunité de mieux comprendre nos forces, nos vulnérabilités, notre éthique, notre singularité, nos valeurs. Et effectivement, on n'a quand même jamais autant parlé du cerveau, d'intelligence émotionnelle et de neurosciences que depuis que l'intelligence artificielle est une grande déferlante. Et à notre avis, ce n'est pas un hasard. Donc l'IA aujourd'hui, en tous les cas, demain, typiquement pour des outils RH, c'est sûr que ça permet plus d'analyse, plus d'automatisation, plus de productivité, plus d'efficacité. Et si on essayait de faire une première approche de quel type d'IA fait quoi, on a l'IA qui, on l'appelle pour l'instant l'IA scan, qui va automatiser certaines tâches, l'IA assistant qui va être plus dans l'analyse, et l'IA compagnon qui sera plus dans la relation. Donc aujourd'hui, le sujet, on vous propose plutôt en tous les cas, au niveau des RH, on pourrait le voir comme ça, c'est de rapprocher l'IA des différentes étapes d'une expérience collaborateur qu'on a reproduit ici, et de se dire finalement à quel endroit, par où je commence demain. Est-ce que c'est plus d'abord dans un souci d'automatisation, de gain de notre temps pour remonter sur des activités à plus forte valeur ajoutée, et ou est-ce que c'est directement dans un bénéfice de relationnel sous forme de chatbot par exemple, et avec de l'IA compagnon. Voilà, c'est en tous les cas une forme de grille de lecture qu'on vous propose pour les services RH. Donc, et effectivement, c'est vrai que la technologie, on voit bien l'intérêt quand même, hein, c'est de gagner du temps, de gagner en productivité, mais finalement, c'est toujours cette idée de ok, tous les outils c'est super, mais finalement, voilà, pourquoi on veut l'utiliser, qu'est-ce qu'on accepte de faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que des fois, avec les outils SIRH, etc., on nous propose plein de choses, mais c'est toujours de quand même partir du besoin, de partir de la problématique. C'est vrai que souvent, on a quand même un peu cette réponse un peu simpliste en entreprise, un problème, un logiciel, quoi. Bon, ça peut aider d'avoir un bon logiciel, mais des fois, ça peut être aussi de la formation, ça peut être de l'humain, et un logiciel, on sait bien, résout pas tout, sinon on aurait tous acheté, le CFO aurait fait un peu la tête et puis le problème serait réglé. On voit bien que c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Faut que ça suive derrière, faut changer les process, faut changer l'organisation. Et puis il y a des fois trop de logiciels tue de logiciels. Donc faut trouver la bonne dose. Donc du coup, au programme ce matin, à chaque fois au Uptalk, vous verrez ces différents types d'éclairage. Donc on va commencer par Thierry Nadizic sur plutôt l'intelligence émotionnelle et une introduction sur ce sujet. Carole Laillé, que j'interviewerai autour plutôt des questions d'IA. Anan et Cyril qui interviendront en duo autour de la start-up Meet and Make. Et Olivier Caro, qui est directeur d'une BU chez Webhelp, qui est un grand centre de call center et qui externalise les call centers des entreprises.